dire que de nous aussi sortira une civilisation originale digne de notre essence propre et de notre apport occidental, tous deux intimement mêlés et transformés. Dans l'histoire d'un pays, il y a ceux qui la font, ceux qui la racontent et ceux qui l'écoutent. Et dans cet engrenage, nous allons nous intéresser à l'un des hommes qui a fait partie des maillons essentiels ayant inscrit le Congo dans le concert des nations. Reconnu par sa chevelure abondante et sa barbe poivre et sel, David Charles Ganao, c'est son nom. Les Congolais me connaissent, ça c'est vrai. Ils savent que je suis Ganao, ils savent que je suis de Djambala, ils savent que je suis Congolais. Et c'est la seule nationalité que j'ai. J'avais la nationalité française sous la colonisation, avec une carte d'identité française. J'y ai renoncé dès le 15 août 1960, quand le Congo est devenu indépendant, pour me retrouver pleinement congolais, parce que je n'avais jamais accepté la nationalité française qui m'avait été imposée. Né le 20 juillet 1928 à Djambala, David Charles Ganao est issu d'une famille d'aristocrates Téké, une ethnie qui lui a tout donné en termes de vertu et d'humanisme. Je suis issu d'une de ces familles Téké, et on n'appelle pas ça chez nous famille, on appelle ça maison. Donc, moi, je suis issu de la maison qu'on appelle Nzo Ombo, la maison d'Ombo. Et la maison d'Ombo elle-même vient d'Mpio, Nzo-Mpio. Mon père s'appelle Lali Mboula. Il est le fils de Ngai Mpio, Kian, Miagnon, lequel Ngai Mpio est le fils de Ombo, et Ombo est le fils de Mpio. Je ne sais pas à combien de générations là vous remontez, parce que ce sont des gens qui vivaient longtemps. Ils vivaient vieux dans cette famille, dans cette maison de chef-là. Ils vivaient longtemps. J'ai 2 grandes sœurs aujourd'hui. L'aînée approche les 100 ans, là. Et celle qui la suit est aux environs de 88 ans. Donc ça fait beaucoup de générations. Et je suis de cette maison-là, du côté de mon père. Et ma mère, elle aussi, est chef. Ma mère descend de la branche des chefs qui viennent de Nkwa. Nkwa qui est le centre de la chefferie des Téké de Nzikou. Parce que Djambala, c'est le pays de Nzikou. Et puis, elle s'est déplacée de Nkwa avec ses frères, ses sœurs, ils sont allés à Mbali, c'est les grands chefs de Mbali. Et Mbali, c'est l'un des centres les plus puissants sur le plan culturel, sur le plan de tout ce que nous avons pu conserver des anciens. C'est à l'âge de 8 ans que Ganao découvre le chemin de l'école à Djambala entre 1936 et 1944. 8 années passées aux côtés de ses parents, l'élève Ganao sera par la suite emmené à Dolezi, Brazzaville puis Mouyondi pour son cycle secondaire où il étudia respectivement à l'école primaire supérieure, l'école des cadres et l'école normale des instituteurs entre 1944 et 1950. De 1950 à 1954, Ganao est instituteur à Mouyondi, Kingwe et Gomboma. Quand nous étions à l'école primaire, comme on l'appelait, et on allait que du CP1 au CE2. C'est lorsque Jean-François Arès, le gouverneur Jean-François Arès, est venu inaugurer l'école régionale de Djambala, qu'on a ouvert le CEM1 et puis le CEM2. Et en ce moment-là, nous avons eu M. Mabiala comme maître.
C'est lui qui a pris et le CM1 et le CM2. M. Moubidilou est arrivé après. Il a pris le CM1, M. Mabiala a gardé le CM1. Dans notre classe, à nous, où j'étais avec mes 3 frères, nous étions 2. Mon frère qui est mort pendant la guerre et moi, à être premier. Si lui il est premier aujourd'hui, moi je suis premier demain. Si il est premier, moi je suis deuxième, je suis premier, lui il est deuxième. Ça s'est passé comme ça. C'était réglé comme sur des roulettes. Alors quand on arrive à l'année du certificat d'études, donc en 1944, lui il sort premier au certificat d'études. Premier de toute l'Afrique équatoriale française. Moi, je sors 11e au certificat d'études. On arrive au concours d'entrée à l'école primaire supérieure. Je sors premier de toute l'Afrique équatoriale française et lui, il sort 11e. On était comme des jumeaux qui ne voulaient pas se disputer la même place tout le temps. Je te laisse passer, c'est comme cela. Entre 1960 et 1961, pendant que le Congo vient d'accéder à sa souveraineté internationale et qu'il est en Hexagone, où il effectue des études à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, David Charles Ganawe est admis sur un concours à une formation diplomatique au Quai d'Orsay, puis à l'ambassade de France à Londres. Cette formation changera la trajectoire toute particulière de sa vie. Fin 1961, quand il rentre au pays, le Congo, dirigé par son premier président, l'abbé Fulbert Yulu, fait de Ganawe directeur des affaires politiques et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, poste qu'il occupa jusqu'en 1963 avant d'être élevé à la tête de la diplomatie congolaise comme ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'information, de l'aviation civile et du tourisme. Comment est-ce que j'ai été choisi pour être ministre des Affaires étrangères après le renversement du président Yulu? C'est dans la rue. J'étais aux États-Unis, mais c'est dans la rue. C'est les syndicalistes plus les militaires qui se sont retrouvés dans tous les ronds-points de Poto-Poto. C'est à Poto-Poto que le gouvernement a été formé. Qu'est-ce qu'on met qui au financier? On dit, ah mais Babakas est financier, c'est un douanier, il est bon. Mais on prend Babakas. Et à la santé, mais Galiba. Le docteur Galiba, mais qu'est-ce que vous allez chercher encore? Aux affaires étrangères, mais il n'y en a qu'un, il y a Ganao. Mais Ganao n'est pas là, il est aux États-Unis. Mais on le fait revenir. Et c'est comme cela. Sur la base, en quelque sorte, de la technicité, de la compétence. On possédait le métier, le domaine. Alors, ceux qui arrivent au bureau politique, ils veulent me contrôler, j'ai dit non. J'ai demandé, j'ai obtenu du président Massamba Deba, qui l'a imposé à Lissouba, que le parti fasse ce qu'il a à faire, la mobilisation, mais que moi je fasse mon travail. Et c'est ce que j'ai fait. À ce poste, David Charles n'est pas seulement ministre, mais également maître. Véritable mentor, il devient tout de suite le modèle des jeunes diplomates congolais qui arrivent dans les couloirs des affaires étrangères. Parmi ceux-ci, Basile Ikwebe, jeune cadre, qu'il nomma directeur de cabinet. Je l'ai connu, il y a de cela longtemps, dès le début de ma carrière, il était ministre des Affaires étrangères, je suis arrivé de mes études en France. Il m'a fait confiance et 10 mois après mon entrée dans la fonction publique, il me nommait directeur de cabinet. Voilà, je suis arrivé en 1974, février. En décembre 1974, j'étais déjà nommé directeur de cabinet, ce qui était vraiment, on peut dire, précoce. Et il m'a fait confiance. Nous avons travaillé, j'ai été à ses côtés pendant à peine 1 an, puisque en décembre 1975, il y a eu ce qu'on a appelé la déclaration du 12-12-75. Il est sorti du gouvernement, je suis resté directeur de cabinet, du successeur, plus secrétaire général. Mais malgré la breveté de cette collaboration, je vous avoue que nous avons entretenu les meilleures relations jusqu'à sa mort. Donc pendant 38 ans, nous sommes restés connectés, toujours ensemble. Il me considérait comme son petit frère. Voilà, j'ai gardé cette image
avant qu'elle ne soit professionnelle, elle était d'abord, on peut dire, humaine. Et cet attachement qu'il a eu pour moi, il est devenu en quelque sorte un mentor. Et il m'a appris les bribes de ce métier. J'ai étudié à l'université, mais sur le terrain, c'était lui le guide. Guide, mentor ou homme d'expérience, David Charles Ganao était un fervent bosseur. J'ai eu affaire à des cadres compétents, travailleurs, à des bosseurs. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de per diem, on pouvait travailler jusqu'à 3 h du matin. C'était juste pour l'amour du pays. C'était pas parce qu'au bout du rouleau, il y avait quelque chose qui tombait. Non, non, non. Il m'est arrivé de garder le ministre de Québec au bureau jusqu'à 3 h du matin. À 8 h, nous étions déjà là. Le temps de se débarbouiller un peu, prendre une tasse de café s'il y en a une, on se retrouve. On a vécu comme ça. Je crois que les diplomates actuels, ils ont un ministre qu'ils devraient suivre, prendre comme exemple. Parce qu'aucun pays ne se développera seul, je l'ai déjà dit, mais aucun pays ne peut se développer sans le travail. Il avait cette élégance dans la manière de travailler, et beaucoup de dignité, mais surtout l'orgueil du travail bien fait, et surtout l'orgueil du sens du devoir. La nécessité de faire en sorte que la voix du Congo soit respectée. Comme Basile Ikwebe, tous ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme aux valeurs sociales inouïes. Hospitalité, altruisme et compassion, Ganao était d'abord et avant tout un rassembleur et un guide. Socialement, c'était l'homme de tout le monde. Parce que j'ai vu son Excellence Ganao pleurer lorsqu'il est revenu. Je l'ai vu plusieurs fois écraser des larmes au coin de son œil, derrière ses lunettes. Quand j'ai organisé pour lui son retour ici à Djambala, où toute la population de Djambala, des villages, je dirais de la contrée, des villages et de Djambala Centre sont venus l'accueillir ici, quand il est revenu de son exil. C'est donc l'homme, politiquement et socialement parlant. Socialement parlant, c'est l'homme qui souhaitait répondre. Il souhaitait répondre à toutes les doléances de ceux qui l'approchaient. Mais sûrement, les ressources ne suffisaient pas. Mais ce qu'il pouvait avoir, il le mettait. Il le mettait facilement à la disposition du peuple. Il était l'homme des enfants, parce que je l'ai vu ici à Djambala demander aux plus anciens que nous étions de nous retirer, dit « Vous m'avez reçu, j'ai passé un long temps avec vous, c'est maintenant pour moi le temps d'être avec les enfants. » Il prend la chaise, il s'assied au milieu de la cour et il appelle tous les enfants qui viennent à lui, lui en basin de couleur blanche, et il dit « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Et là, il y a des enfants qui disent « Est-ce qu'on peut te toucher ?» Il a dit « Oui ». Il disait « Oui, touchez-moi ». Et les autres disaient « On peut toucher, tenir tes cheveux ?» Il dit « Tenez. Tenir tes habits, tes basins là ?» Oui. Il préparait du pain, je veux dire des sandwichs, et il distribuait avec des jus à tous les enfants qui étaient là. Après l'installation en juillet 1968 de Marien Ngouabi comme président de la République, David Charles Ganao quitte le Congo et part comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la conférence helvétique début 1961 et en même temps représentant permanent auprès des organisations du système des Nations Unies à Genève. En 1971, il est directeur des Nations Unies chargé des territoires sous tutelle et des territoires coloniaux avant de devenir en 1972 ambassadeur représentant résident des Nations Unies à Ouagadougou en Haute-Volta, devenu Burkina Faso. Autant d'expériences qui lui vaut en 1963 un appel au pied du président de la République actuelle Marien Ngouabi pour s'occuper des affaires étrangères et de la coopération. Une voix écoutée sur la scène internationale, le chef de la diplomatie congolaise entre 1963 et 1968 va entreprendre des actions visant non seulement à laver l'image du Congo, qui venait de connaître le renversement de son deuxième chef de l'État,
mais également nouer des relations diplomatiques avec d'autres pays à l'instar de la Chine. Sans le vouloir, et en me mettant là, en ne me confiant pas le secrétariat général des affaires étrangères, en me mettant à ce poste, pour d'autres raisons, et le président Yulou m'a rendu service. Effectivement, ça m'a permis de faire rapidement connaissance du monde international, qui n'était pas connu. Il y avait un monde qui existait, qui était un monde international. Ça m'a donné l'occasion de connaître ce que le MES. Je suis allé, en 62 déjà, lorsque le ministre Tchitchelé a prononcé le premier discours sur l'affaire du Cabinda, le 12 octobre 1960. J'étais avec lui aux Nations Unies. Ça m'a mis tout de suite le pied à l'étrier. C'est vrai ce que vous dites, c'est exact. C'est un service que m'a rendu, peut-être sans le vouloir, le président Yulou. Voyez-vous, jusqu'où je suis allé dans la manière d'assumer et ma fonction et mes responsabilités. Lorsque j'ai noué les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, c'est-à-dire le 19 février 1964, à Accra, avec l'ambassadeur de Chine qui était à Accra. Le président Massamba Deba ne le savait pas. J'avais entrepris une tournée pour expliquer le départ du président Yulou et ce qu'avait l'intention de faire le président Massamba Deba. Donc j'étais déjà à Tananarive, j'étais à Rabat où j'avais été reçu par le roi Hassan II en 64. Je suis allé à Tunis, j'ai été reçu par le président Bourguiba. Je suis venu à Accra où j'ai été reçu par le président Nkrumah. Et c'est là-bas que j'ai noué les relations diplomatiques. On a signé le 19 février 1964. J'ai signé avec l'ambassadeur Walwa, qui était ambassadeur de Chine à Accra. Et je lui ai dit, je rentre à Brazzaville demain, le 20. On peut communiquer rapidement. Si le 21, je ne t'ai rien dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas envoyé un message, le 22, on rend public la décision de nouer les relations diplomatiques entre la Chine et la République, et le Congo. Et c'est comme ça, je rentre à Brazzaville et j'en informe le président Massamba Deba, qui appelle son premier ministre Lissouba, qui arrive, qui dit voilà ce que le ministre des Affaires étrangères a fait à Accra. Il dit non, mais c'est très bien, mais nous on accepte. Le gouvernement quand même a été convoqué tout de suite pour être informé. Non, il n'y a pas d'objection. Et le 22 février, j'ai organisé une conférence de presse au cours de laquelle j'ai rendu public l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. Le 16 mars 1964 à Moscou, Andrei Andreevitch, ministre des Affaires étrangères de l'URSS, et David Charles Ganao, ministre des Affaires étrangères de l'Information du Congo, signaient au nom de leurs gouvernements respectifs le communiqué portant établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. D'ailleurs, nous nous sommes procuré ce document datant du 25 avril 1965. Des accords bilatéraux portent sur la coopération culturelle et scientifique, sur la coopération économique et technique, sur le commerce mutuel et sur le trafic aérien. Pour 3 ans seulement, car en 1976, il repartit aux Nations Unies et se voit désigné secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basée à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Le 18 décembre de la même année, Ganao est l'un des témoins de mariage de Denis Sassou Nguesso avec Antoinette Thibota, devenue Antoinette Sassou Nguesso. Les deux hommes ont développé des relations amicales et fraternelles depuis les années 60 qui ont perduré jusqu'à la disparition du patriarche que le couple appelait affectueusement le parrain. Pour lui, servir loyalement la République du Congo était d'abord et avant tout un credo. Ses compétences ont donc été sollicitées au-delà même du pays. Directeur de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, chargé des relations extérieures, de l'information, du secrétariat de l'organisation, des organisations non gouvernementales et des services de conférence, c'est le dernier poste qu'il occupa en tant qu'agent de la fonction publique internationale. Il y a eu, on peut dire, là où j'ai découvert vraiment l'homme dans sa nature. C'est début 75, je crois, février. Il était en mission de l'OUA, réunion ministérielle de l'OUA, il rentre
Et il est convoqué avec son directeur de cabinet, moi, au département des relations extérieures du Parti congolais du travail, le parti unique. Il est convoqué parce que le projet de texte présenté par le département pour réorganiser son ministère à lui n'avait pas été retenu, mais qu'en revanche, on avait demandé à son directeur de cabinet d'introduire un autre texte. Et c'est son texte, alors qu'il est absent, qui a été adopté par le Conseil des ministres, alors que celui du département des relations extérieures avait été rejeté parce qu'il ne répondait pas aux critères en la matière. Donc il est convoqué. Alors voilà, on recrute des jeunes qui ne respectent personne, et puis on piétine les compétences, les prérogatives du parti. Ce texte-là doit être rejeté. Vous le retirez. Et là, je l'ai découvert. Elle dit, je veux prendre la parole. Il dit, tu parles pas, c'est moi qu'on vise. Et il me dit, il leur dit, même sous la colonisation, on ne m'a jamais marché sur mes pieds. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais l'accepter. Vous parlez d'un texte d'orientation? L'organigramme de mon ministère, c'est un texte d'orientation? C'est quelle conception? C'est moi qui décide de la manière dont je dois organiser mes services. C'est la cuisine interne. Pourquoi vous ne faites pas un organigramme pour le ministère de l'Agriculture? Vous vous intéressez parce que vous voulez abattre un homme. Alors, moi, je veux prendre la parole. Dis, tu n'as rien à dire. On me cherche, mais ça ne se passera pas comme ça. Alors, il leur a parlé, la conclusion, bon, ben, on va essayer de fondre les deux textes pour trouver une troisième voie. Et lui dit, ça ne se passera pas comme ça. On s'est retiré, notre décret est resté, personne n'y a touché. En 1991, à la faveur de l'ouverture du Congo à la démocratie sous le vent de la perestroïka venue de l'Est, David Charles Ganao fonde l'UFD, Union des forces démocratiques. Lors de la sortie officielle de l'UFD à la mairie centrale de Brazzaville, Ganao lance un appel national. Peuples si divers et si riches de culture, de la Likwala et de la Songa, joignez-vous à nous pour ne plus jamais être tentés de vous tourner vers la République centrafricaine sœur et le Cameroun ami du Congo, éloigné que vous vous sentez de Brazzaville. Vous n'êtes pas seuls, vos frères, vos sœurs sont avec vous. Peuple héroïque de la cuvette, regardez l'avenir avec sérénité et apportez à l'édification de la nation la contribution positive qui avait toujours été la vôtre par le passé. Hommes et femmes des plateaux, rappelez-vous que Monseigneur Ernest Kombo s'est interrogé devant votre obstination à ne pas vouloir mettre à la disposition de la société congolaise vos talents et vos immenses traditions culturelles, sans oublier votre savoir-faire. Frères et sœurs du pôle, dans l'immense diversité et le subtil mélange que vous constituez, pourquoi ne vous souviendrez-vous pas davantage de votre passé pour mieux envisager votre avenir en parfaite harmonie avec les autres sensibilités nationales? Peuple à la fois si varié et si harmonieusement soudé des pays du Niari, vous avez la chance d'être un dans plusieurs. Faites-en bénéficier le Congo tout entier. Subtil peuple du Kwilu, vous dont l'échantillon le plus représentatif, Félix Tshikaya, est la finesse faite homme. Mettez votre savoir-faire à la disposition du pays pour que naisse une nation congolaise organisée et prospère. Élu député de Djambala, sa terre natale, en 1992, il est nommé Premier ministre 4 ans plus tard, le 27 août 1996, une année avant le déclenchement de la guerre du 5 juin 1997, dont l'issue le poussa en exil à Libreville, en passant par Paris et Ouagadougou. Une situation qu'il vécut mal, très mal. C'est parce que les gens n'ont pas compris sa philosophie. Sinon, non, on ne peut pas vivre les événements de 97. Oui, s'ils avaient compris sa philosophie, on ne devait pas vivre cela. J'ai organisé pour lui son retour ici à Djambala, où
toute la population de Djambala, des villages, je dirais de la contrée, des villages et de Djambala Centre sont venus l'accueillir ici, quand il est revenu de son exil. D'abord, je suis allé au Gabon, à Libreville. Député, je suis allé à Libreville pour lui dire, mais il est temps pour toi de revenir. À cette occasion, il m'a dit ce qu'il fallait. Il me dit, mais je dois revenir. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que je revienne à Djambala? Je dis, oui, je crois, parce que ton peuple de Djambala te réclame déjà. Et la République ne te reproche rien. Rien, absolument rien. C'est vrai que ça a été un mouvement. Tu as appartenu à un gouvernement qui était parti. Et toi aussi, tu t'es déplacé. Mais maintenant, le temps est venu pour toi parce que je suis dans les milieux politiques qui parlent de Ganao, qui parlent du retour de Ganao. Et c'est à cette occasion qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas moi, on suis né, nous étions, que la République a bien souhaité, donc avec l'actuel président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a souhaité le retour de Ganao et de tous les autres exilés politiques qui, en ce moment-là, étaient partis du pays. À l'aéroport international Maya-Maya, le retour au bercail de David Charles Ganao est l'un des événements marquants. Des foules venues accueillir le patriarche Ganao après des années d'absence au pays. Attention. David Charles Ganao, qui a également su faire la synthèse entre la gestion de l'État et les valeurs culturelles téké auxquelles il est très attaché, avant de rejoindre Djambala, sa terre natale, où un accueil chaleureux l'attendait, tenu à saluer la royauté téké. Le chef est de retour, bienvenue au chef. Ici avec la reine, ce dernier est venu comme pour demander aux divinités de baliser son chemin. Après cet échange avec la gardienne du sanctuaire Kwembali, cet esprit qui incarne le pouvoir traditionnel téké, David Charles Ganao a aussi présenté ses civilités au roi Makoko, feu Auguste Gempio. Dans son Djambala natal, David Charles Ganao était comme toujours un poisson dans l'eau. Heureux de retrouver les siens, ce dernier va même assister à un grand événement, l'inauguration de la route Ngo-Djambala-Lekana.
a été élevé à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais à la dignité de Grand Croix par le président de la République Denis Sassou Nguesso en 2010. Ce sera l'un des derniers événements officiels auxquels il prendra part. À 84 ans d'âge, David Charles Ganao aura donné le meilleur de lui au profit de sa chère patrie et de ses compatriotes. Visiblement fatigué par le poids de l'âge exacerbé par la maladie, l'homme de Djambala est emmené à Paris en France pour y suivre des soins. Le 6 juillet 2012, une nouvelle foudroyante résonne à travers les plateaux Batéké. Hipponon, le patriarche vient de succomber à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher, loin de tout péché, devant la main cachée. Le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui te servent. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Mais Charles David Ganao, en dehors de la vie politique, c'était une personnalité rayonnante en qui sa communauté Téké, se retrouvait, quels que soient les aléas de la vie politique. Mais ça a été aussi quelqu'un en dehors de sa communauté qui avait des amis dans tout le Congo. Quand je dis Congo, je pense aux deux Congos. Et quand je dis Congo, vous savez que nous sommes un tout petit pays au centre de l'Afrique et ce n'est pas à gauche de la poitrine de l'Afrique, mais au centre de l'Afrique que bat le cœur du Congo. Et Charles David Ganao, de ce point de vue, était reconnu par tous les Africains comme quelqu'un qui les représentait, qui était un symbole. Et puis, il faut le dire, même si nous sommes dans un moment de tristesse, de grand chagrin, difficile, Charles David Ganao, si tu m'entends, ne m'en veux pas, ce n'est pas un manque de respect, mais tu es quelqu'un qui a aimé la vie. Et je pense que, mon père, ce n'était pas un péché. C'est ce qui le rendait humain, et il faut le dire. Et c'est donc ce visage de Charles David, aimant la vie, ironique, savant goûter les bons moments, voulant les faire partager, que nous allons garder avec nous pour ne pas nous effondrer, mais dans la dignité, l'accompagner. Chers compatriotes, puisque le pays reconnaissant va offrir à Charles David des funérailles nationales, il me semble superflu que nous insistions sur sa vie publique, sur sa vie politique. Cependant, très brièvement, je peux dire, pour avoir eu le privilège de le côtoyer lorsque, vers 13 heures, Youlou venait d'accepter de démissionner et que fut constitué le gouvernement provisoire de 8 membres. Je disais donc, puisque j'ai eu le privilège de le côtoyer, c'était pour moi non seulement un aîné, mais
politiquement, il a été un grand homme. L'on parle très souvent du général de Gaulle, excusez-moi, ce n'est pas une comparaison, pour avoir été le premier Européen à reconnaître la Chine populaire. Eh bien, je peux vous dire qu'en Afrique, particulièrement en Afrique centrale. 16 juillet 2012, soit 10 jours après, la dépouille mortelle du fils de Djambala arrive à Brazzaville. Le Premier ministre honoraire, ancien chef de la diplomatie congolaise, reçoit des hommages officiels de la République pour services rendus. Les hommages se poursuivent à Djambala où le rite des obsèques traditionnelles d'un grand chef Téké sont exécutés en présence de la reine Galifuru, catafalques, chants et danses traditionnelles, tipos et représentants de la royauté.
depuis le 10 juillet 2012, le patriarche repose pour l'éternité. Ce que vous continuez à faire, ce que vous faites, que vous pensiez à vous, je n'ai rien contre. Mais que chaque Congolais pense d'abord au Congo. Et peut-être même qu'on pense, et ce serait mon souhait, c'était mon dernier mot, que chacun de nous, chacun de vous, parce que nous on ne compte plus, que chacun de vous pense au Congo avant de penser à lui. C'est vrai pour la politique, c'est vrai pour la diplomatie, c'est vrai pour tous les compartiments de la vie dans un pays. Voilà.